Bonjour, nous sommes le vendredi 13 janvier 2022 avec une météo qui semble pas trop froide pour une saison qui est hivernale. En tout cas, on a juste des fines pluies avec des nuages. Il fait pas si sombre, mais il ne fait pas si clair non plus. Donc on est mitoyen entre le sombre et le clair. C'est pour vous dire la nuance du ciel de ce jour, vendredi 13 janvier 2023. Je m'excuse, c'est 2023, pas 2022. Voilà, je me suis encore trompé sur l'année, ça viendra. C'est 13 janvier 2023. Alors ici, cette vidéo aussi va concerner un sujet que j'ai déjà abordé en mécanique des fluides, puisque en fait, c'est plus ou moins similaire, si ce n'est que c'est la matière qui est différente. Ici, je vais voir euh, la contrainte, ce qu'est une contrainte, donc la définition, si vous voulez, c'est de définir ce qu'est une contrainte. Euh, une contrainte, c'est toujours par rapport à une surface, conjuguer une surface. Bien sûr, il s'agira ici d'un solide, puisqu'en fait, je l'ai déjà fait pour un fluide. Un fluide, c'était plus ou moins le même aspect, le même point de vue, si ce n'est que le corps était considéré comme euh, un fluide. Mais on va dire, le raisonnement est le même. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que c'est la matière qui est différente. C'est juste la matière. Donc la contrainte conjuguée à une surface. Alors, avant toute chose, il faut définir un contenant, un contenu dans un contenant. Alors, le contenant, c'est l'espace. Le contenant, c'est l'espace. Et le contenu, ben, c'est mon système d'étude pour lequel je vais définir la contrainte. Alors, ici, j'ai le choix qui est porté au volume. Voilà, je vais prendre un volume quelconque. Je dessine un volume quelconque. Et donc, ce volume quelconque va représenter, bien sûr, comme je suis en résistance des matériaux, un solide, rigide, déformable. Bien sûr, c'est un solide qui est en équilibre, hein. Un équilibre de translation et de rotation. Donc, somme des forces égale à zéro et somme des moments des forces est égale à zéro. Alors, quand je dis somme des forces, c'est aussi somme des réactions dues aux appuis, hein. Et c'est, voilà, en fait, si vous voulez l'équation, je vais la mettre dans un petit instant. Je vais dessiner d'abord, voilà, je la décompose en deux sous-volumes pour expliquer ce qu'est le vecteur contrainte, comme je l'ai déjà fait pour la mécanique des fluides, hein. Ça va être le même, aborder plus ou moins la même chose, mais je dirais des choses peut-être en plus. Donc on a l'espace 3D. Dans celui-ci, je, je délimite un volume, parce que l'espace, il est illimité, alors que le volume, il est limité. Je limite un volume dont je divise en un volume 1 ou un volume de gauche, si vous voulez. Un volume de gauche et un volume 2, un volume de droite. Voilà. Comment? Ben, tout simplement en prenant un plan de coupe. Un plan de coupe. Et je vais couper ce volume et on aura ici une section S. Et donc, euh, la première chose à dire, c'est quoi? Eh bien, en mécanique des fluides ou en résistance des matériaux, on peut étudier des lignes, on peut étudier des surfaces, voire des volumes. Et donc, ces notions-là de surface, volume interviennent toujours, interviennent quasiment la totalité voilà, de l'étude. Euh, on verra des surfaces. On verra des surfaces. Quand on étudiera des contraintes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est des newtons par millimètre carré. Alors, des newtons par millimètre carré, qu'est-ce que c'est? Bon, on pourrait se dire c'est une pression, on pourrait dire c'est une traction, une compression, etc. Donc, vous voyez que peu importe la terminologie, en tout cas, il y a toujours des millimètres carrés ici. Et c'est la même chose en mécanique des fluides. On travaille sur quand on travaille sur une pression, la pression s'exerce
surface. Et donc c'est pour ça que ces notions, il faut décomposer un volume, aller rechercher une surface, et on peut encore décomposer en une sous-surface. Une sous-surface de la surface. Et bien sûr, ici, c'est un élément de surface qu'on va appeler delta S. Alors, quand le delta S va tendre vers 0, ben, ce sera ponctuel. Hein. On va tendre vers un point. Voilà, pas confondre la surface S. Et ça, bien sûr, ici, il y a un plan de coupe pi. Le plan de coupe va couper donc la section de gauche, va faire une séparation entre le volume de gauche et le volume de droite, ou le volume 1 et le volume 2. Voilà. Donc vous voyez qu'en mécanique des fluides ou en résistance de matériaux, mais la notion de surface est importante. Notamment on le retrouve dans les moments statiques. Voilà, les moments statiques, on retrouve des surfaces. Voir le moment d'ordre 1, d'ordre 2, mais ça je verrai. Ça concerne toujours des surfaces. Alors, quelles sont les hypothèses qu'il y a ici sur le volume? Eh bien, c'est un volume qui est en équilibre. Donc, comme je vous ai dit, pour être en équilibre, il faut que la somme des forces, plus la somme des réactions d'appui fasse 0. Alors bien sûr, si vous avez un axe XY, OXY, si vous êtes dans le plan, vous aurez, voilà, de ceci va ressortir deux équations. Hein. Maintenant, si on est dans l'espace, ben, chacune des projections va donner, voilà, on aura trois équations. Alors deux équations si on a projection sur XY, et trois équations si on est en projection XYZ. Et alors après on calcule le moment en un point. Alors ici c'est l'origine. Alors pour ne pas prendre l'origine du repère, je ne suis pas obligé de prendre l'origine du repère. Pour calculer les moments, des forces par rapport à un point O'. Alors comme ça, je ne sais pas forcément l'origine. Hein. Voilà. Tu peux prendre un point qui simplifie les calculs. Plus somme des moments par rapport à O' des réactions d'appui. Et là, on a l'équilibre de... là, ce sont les moments. Hein. Les moments, c'est un équilibre de rotation. Et la somme des forces, c'est l'équilibre de translation. Et donc là, on a un parfait équilibre. Si vous voulez, ici, le corps, il ne bouge plus. Alors, un équilibre, c'est défini, c'est quand il n'y a pas de variation, il n'y a pas de variation, voilà, de mouvement. Ça, c'est un équilibre. Mais ici, je suis en équilibre statique, dans le sens où, je veux dire, il n'y a plus rien qui bouge. Ça ne tourne pas, et ça ne va pas en translation, et ça ne tourne pas. Parce que le mouvement rectiligne uniforme est aussi un mouvement rectiligne. S'il ne change pas de direction, il ne change pas de vitesse, il ne change de rien de tout ça, il reste en équilibre. Hein. Donc, quand on ne change pas le mouvement, ben, c'est un équilibre. L'équilibre, ça veut dire que ça ne change pas, c'est ça que ça veut dire. Mais ici, moi, ici, je suis dans un équilibre statique, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, ni de translation, ni de rotation. Mais un MRU est aussi, que si le mouvement reste toujours en MRU, c'est un équilibre. Hein. Voilà. Donc ici, moi, c'est un équilibre statique ici. Voilà. Et donc, à partir de ce corps en équilibre que je vais reprendre, donc je vous ai dit qu'on est dans l'espace. Je vous ai dit que dans l'espace, je forme un contenu dans le contenant qu'est l'espace. Ce contenu, c'est un volume donné que je vais couper par un plan alpha ou pi ou bêta, peu importe, voilà, qui va venir couper la section du volume. Alors, le plan de coupe, il peut être comme ça, bon, voilà, c'est variable, hein, vous coupez où vous voulez. Et alors, ben, bien sûr, il y a toutes des forces qui agissent.
Et bien sûr, la somme des forces, comme je l'ai dit, est égale à 0. La somme des forces est égale à 0. Et la somme des moments de force est égale à 0, donc le corps est en équilibre. Et donc, ici, bien sûr, le plan de coupe, on a une section que je vais appeler S. À cela, pour définir le vecteur contrainte, je suis obligé de me situer par rapport à un élément delta S. Et bien sûr, on a un point M ici. Et si delta S tend vers 0, ben on va tendre vers M, vers le point M. Et donc, vous voyez qu'ici, cette surface-là, on a délimité avec une ligne que je vais appeler L, un contour fermé qui définit une section ici. Et donc, le second aussi, j'ai une seconde ligne, L', qui est un contour fermé, qui va définir aussi un élément, une petite surface delta S. Alors, si je prends la force qui est transmise sur delta S, que je vais appeler delta F, au point A, au point M, voilà, ici j'ai delta F qui s'applique au point M. Elle s'applique au point M, delta F. Et donc ça, c'est la force transmise à travers, bien sûr, delta S, et qui représente l'action de, euh, de la droite sur la gauche. Donc, si pour éviter droite-gauche, je vais mettre 1 et 2, c'est plus facile, parce que droite-gauche, on peut se tromper. Ici, c'est la droite, ici, c'est la gauche. Voilà, donc, ça, c'est l'action de la droite sur la gauche, le delta F. Donc, c'est l'action de la partie, représentant l'action de la partie 2 sur la partie 1. Alors, qu'est-ce que c'est que le vecteur contrainte? Bien, le vecteur contrainte, que je vais appeler T, le vecteur contrainte au point M, bien sûr, au point M, donc en ce point-ci, point M, eh bien, vous aurez compris que c'est la limite de la force, la force moyenne, donc la limite quand delta S va tendre vers 0 de delta F sur delta S. Alors vous voyez que c'est vectoriel ici. Hein. Il y a un vecteur ici, T est un vecteur, parce que delta F en soi est déjà un vecteur, hein. Une force est un vecteur. Donc un petit élément vectoriel reste un vecteur. Delta F est un vecteur. Si delta F est un vecteur et que delta S est un scalaire, un vecteur divisé par un scalaire, ça fait toujours un vecteur. Même si je passe à la limite. Même si je passe à la limite quand delta S tend vers 0. Et donc, ça, bien sûr, c'est la limite de la force moyenne delta F sur delta S lorsqu'on fait tendre delta S vers 0. Et donc, vous aurez compris que c'est la dérivée, ça. Hein. C'est la définition de la dérivée. Et donc, c'est la contrainte ponctuelle. C'est une contrainte ponctuelle. Donc, c'est df sur ds. Delta S est tendu vers 0. Donc, le t vaudra df sur ds. Alors, comme je vous ai dit, c'est la contrainte en tout cas, c'est le vecteur contrainte qui est toujours conjugué à une facette, qui est toujours en rapport avec une facette. Aussi bien, donc, la valeur de ce vecteur, aussi bien en grandeur qu'en direction, dépend de la facette, bien sûr, choisie. Je vais faire un exemple. Vous allez bien voir que ça dépend de la facette
choisi. Donc vous avez bien vu ce qu'est la contrainte en une facette. C'est valable pour la mécanique des fluides ou la résistance des matériaux. Ici, j'ai juste pris un solide rigide en équilibre qui était déformable. Hein. Il est déformable. Le solide rigide déformable. Et les fluides sont aussi déformables. Donc c'est vrai pour la mécanique des fluides comme c'est vrai pour la mécanique, voilà, la RDM, résistance des matériaux. Alors je prends deux facettes, je vais faire deux coupes. Alors, le tout c'est de savoir bien les faire correctement. Alors je vais prendre ceci. Supposons qu'agisse une force, une espèce de cacahuète là. F1, F2, F3, F4 et 5. Voilà. On a 5 forces. Je vais les dénommer. F1, F2 dans l'ordre, F3, F4 et F5. Voilà. Je vais me baser sur ça pour voir que c'est bien dépendant de la surface, de la section, je m'excuse, la section de coupe. Alors maintenant, je vais faire une section de coupe. Supposons que je prenne un plan. Bon, avant toute chose, je vais le recopier parce que je vais faire deux sections de coupe. Ou même trois. Si j'ai de la place. Voici. Voilà, je vais essayer de... Bon, j'ai pas de place, je vais le faire qu'avec deux. Donc je vais faire qu'avec deux, donc ça va être compréhensible. Alors ici, je vais faire la section de coupe. Je prends un plan qui va couper comme ceci. Je prends un plan qui va couper comme ceci. Et donc, et là, je prends un plan qui va couper, on va dire, comme ça. Voilà. Donc là, il va couper en deux sous-volumes. Volume 1, volume 2, volume 1 et volume 2. Et vous voyez que sur ces... Quand on prend ces plans, on aura une section qui va ressortir. Supposons qu'elle soit comme ça. Je l'ai mal fait, mais enfin bref. Je vais recommencer ça. Le plan de coupe. Supposons que ceci c'est le plan de coupe. Et dans ce plan de coupe, on a ceci. Voilà, ça c'est la surface S. Sur la surface S, quelles sont les forces agissant en 1? Alors en 1, on aura... bon, on va supposer que la force F5 est derrière, est en 1, agit en 1. Voilà, elle est derrière le plan alpha. Plan de coupe alpha, il est derrière. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur la surface S à partir du sous-volume 1? Ce sera F1 plus F2 plus F5. Voilà. Et sur le sous-volume 2, on aura
F3 plus F4. Bon, maintenant, si je fais une coupe là, comme ceci, qu'est-ce qui va... oui, ici, c'est un peu la même chose. Je vais avoir F1 plus F2 plus F4 plus F5. Donc, j'ai mal fait ma coupe. Je vais recommencer cette coupe. Parce que je vais avoir la même chose qu'à gauche. Alors, bien sûr, les vecteurs, il y a des flèches. Hein. Si je n'ai pas mis les flèches, vous savez très bien qu'il y a un sens. La flèche indique le sens. Voilà, ça c'est les forces extérieures qui s'appliquent sur le volume. Alors si je viens faire le plan de coupe, je vais couper ici, par un plan de coupe comme ceci. Le plan, je vais l'appeler bêta. Bêta, et là je vais avoir une surface qui va se dessiner comme ceci, S. Eh bien, la partie 1, elle sera là, tout petite, et la partie 2, elle est là. Et donc, sur la partie 1, qu'est-ce qui va agir? Mais ce sont les forces F1, et sur la partie 2, c'est tout le restant des forces, c'est-à-dire F2 plus F3 plus F4 plus F5. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est propre. Le plan de coupe est important. La surface que vous allez prendre, S, en fonction du plan de coupe, donnera les contraintes en fonction de cette surface. Donc on a la contrainte liée à la surface, ou plutôt à la section, parce qu'ici c'est plutôt une section de coupe, c'est une section de coupe. Donc c'est pour ça qu'on dit que la contrainte est conjuguée à une facette. Donc la valeur de ce vecteur contraint T dépendra de, voilà, c'est df sur ds, mais ça dépend le ds que vous avez pris. Voilà, la surface que vous avez pris. Donc, cette contrainte, elle est liée, elle est conjuguée à la facette. Donc, à l'orientation de la facette. Aussi bien, T sera aussi bien lié à l'orientation de la facette en grandeur qu'en direction. Bon, à droite et à gauche, on n'a pas les mêmes forces qui vont agir sur les surfaces. Donc, fatalement, le vecteur contrainte, il sera différent. Pour le cas que je vais appeler A, et le KB, on aura deux cas distincts. Donc le T n'est pas le même pour voilà, la facette ici et pour la facette là-bas, le T il n'est pas le même. C'est normal parce que les forces agissantes ne sont pas les mêmes. Ils sont sur la facette. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que le T va dépendre de conjuguer. Les conjugués à la facette, elle va dépendre de la facette. Alors maintenant, comment va-t-on aborder une simplification du vecteur contrainte conjugué à une facette? Eh bien, on va créer ce qu'on appelle un axe XY. On va créer un axe XY. Bon, on fait souvent ça en mécanique, hein, que ce soit en... Je vais le dessiner dans un petit instant. On fait ça en cinématique, voire en statique, peu importe, on le fait toujours. C'est de décomposer suivant un axe XY, voire XYZ. Et ici, moi, je vais le faire sous forme d'un axe XY. J'aurais pu le faire sous forme d'un axe XYZ. Mais à ce moment-là, je mets deux contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends une facette. Une facette. Et je vais mettre une contrainte normale. Alors, la force qui agit. Supposons que la force, elle soit là. La force agissant, elle est là.
Alors, ça c'est la force qui agit en un point M. Alors, soit je vais décomposer suivant une composante normale et tangentielle. Alors là, j'ai décomposé suivant un axe XY. Bon, attention que ça va dans ce sens-là. Normalement, bon, j'aurais dû pas le mettre comme ça. Bon, je vais changer. Je vais changer ceci. Voilà, je vais le remettre. Point d'application, il est là. En M. Donc je vais rechercher. Je reprends ce vecteur-là. Bien sûr que je remets ici au point M. Donc comme ça, je peux réeffacer celui-ci. Et là, il s'applique au point M. Voilà, ça, c'est le point M. Alors bien sûr, comme c'est un vecteur, je vais mettre une flèche. Et ça, c'est le vecteur tension. Contrainte. Je m'excuse, c'est le vecteur contrainte. Le vecteur contrainte au point M. C'est le vecteur, bien sûr, lié à la facette, ici, à cette facette-là. Parce que je vous ai dit que la contrainte dépend de la facette, en fonction des forces extérieures appliquées. Si vous faites une subdivision, vous voyez que la contrainte n'est pas la même, suivant la facette. C'est normal. Alors, de deux choses l'une, ce que je peux faire, c'est décomposer suivant un axe XY. Et donc, là, j'aurai une composante normale et une composante tangentielle. Attention que ça prend... C'est un petit peu difficile à voir parce que ce qu'il faudrait faire, c'est de reprendre. Ça, c'est le composante normale. Parce qu'on est dans l'espace, hein, c'est difficile un petit peu à voir. Donc, celui-ci, il prend l'orientation de la facette. Voilà. Et donc, ça, cette normale, c'est la normale à la facette. Vous aurez compris que c'est la normale à la facette. Et ça, c'est la tangente à la facette. Alors, j'aurais pu mettre une deuxième tangente à la facette pour avoir un axe X, Y, Z. Alors, j'ai deux composantes, voilà, de cisaillement. Deux contraintes de cisaillement et une contrainte normale. Donc, celui-ci va se décomposer, bien sûr, suivant... Si je devais bien le faire, normalement, ça va se décomposer comme ceci parce qu'on ne voit pas très bien, je l'ai mal fait. Voilà, ça c'est la contrainte tangentielle. Je l'ai mal fait, hein. Bon, je veux dire, je vais le faire un petit peu ici. Si vous avez la contrainte tangentielle, ben, je peux décomposer soit dans un plan, suivant une contrainte normale à la surface. Hein. Alors supposons que celui-ci soit la normale à la surface, n. Voilà. La surface, elle est comme ceci. Voilà, j'ai la normale, la surface au point M. La contrainte c'était, là j'ai la normale, elle se décompose en une composante normale et une composante tangentielle. T. Alors maintenant, dans l'espace, on peut même, si vous voulez, décomposer en une troisième composante tangentielle. On peut mettre un axe XYZ comme on peut mettre un axe XY. Alors, la normale, c'est la contrainte de compression. Alors que les tangentielles, taux, c'est les contraintes de cisaillement. Donc, on a une contrainte normale. Alors, en résistance des matériaux, bien sûr, la contrainte normale, elle va s'appeler non pas N, mais sigma. Et en résistance des matériaux, le taux, ça reste le taux. La contrainte de cisaillement, ça reste le taux. Que ce soit en mécanique des fluides ou en mécanique des fluides, on met plutôt l'orientation de la normale à la facette. Voilà, c'est par rapport à un axe X, Y, Z que vous devriez placer quelque part ici, au X, Y, Z, ben, on a les cosinus directeurs de N. Voilà, la surface, on la connaît. Pourquoi on la connaît? Ben parce qu'on connaît sa normale.
sa normale est définie dans le système d'axe OX, Y, Z au travers des cosinus directeurs. Hein. Enfin, que vous avez les cosinus directeurs, voilà, de la normale. La normale, supposons qu'elle est comme ceci. Voilà la normale. Mais on a les cosinus directeurs. Donc je sais définir. C'est un plan, hein. Enfin, on va dire une surface. La surface là, c'est une partie de plan. Donc je peux mettre un plan qui passe. Voilà, c'est comme je vous avais montré tout à l'heure, le plan de coupe. J'ai un plan de coupe. Donc la surface est contenue dans un plan illimité. Le plan est illimité. Si je prends le plan alpha ici, il est illimité. Alors que là, la surface est limitée. Mais la surface là fait partie du plan. Elle fait partie du plan alpha. Et donc le plan alpha, je peux avoir une orientation de ce plan alpha au travers de sa normale. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, connaissant les cosinus directeurs de la normale, j'ai défini la direction de la surface. La direction perpendiculaire de la surface. Et donc je connais, voilà, je connais l'orientation de la surface. Donc, quand on connaît la direction de l'orientation de la surface, ben, c'est une donne pour avoir voilà, la contrainte. La contrainte T. Alors la contrainte peut se décomposer en composantes normales et tangentielles. Alors, soit une normale, soit une normale et une tangentielle, ou une normale et deux tangentielles. Alors dans l'espace, on aura deux tangentielles, mais dans le plan, on aura une tangentielle. Parce que dans le plan, ici je suis dans l'espace, hein, mais si je suis dans le plan, il suffit de faire une surface de vue de face. Voilà, on aura une surface S avec le vecteur qui fera comme ceci. Et on aura bon, difficile à dire, c'est difficile à représenter. Voilà, on aura une composante normale et une composante tangentielle. Bon, on peut mettre soit deux composantes tangentielles ou une composante tangentielle, soit en XY, soit en XYZ. On va dire ça comme ça. Alors, vous pouvez mettre deux tangentielles. Donc là, on a... et donc, les unités de ces contraintes, ben, elles s'expriment bien sûr comme c'est une variation de force par unité de... Enfin, par unité de surface, c'est des newtons par millimètre carré ou des newtons par mètre carré. Alors une pression, on va plutôt dire qu'une pression, c'est F sur S. Une pression, c'est égal à F sur S. Bon, là, on parlera plutôt de newton par mètre carré ou de pascal. Alors qu'une contrainte, qu'elle soit tangentielle de cisaillement ou contrainte normale, on parlera de newton par millimètre carré. La surface est beaucoup plus petite. Donc, ça, c'est la contrainte. Contrainte conjuguée à une surface qui est T, vecteur T. Bien sûr, la contrainte vectorielle ponctuelle. Hein. Utilisée aussi bien en résistance des matériaux qu'en mécanique des fluides. Si je prends par exemple en résistance des matériaux, ben, ces contraintes-là, bon, elles vont dépendre bien sûr de la surface. Et
comme je l'ai dit, bon, ici, il faudra déterminer bien sûr l'intensité des contraintes, normales et tangentielles, dans une section soumise à un effort interne quelconque. Et ce sera cela justement l'objet de la résistance des matériaux, c'est de déterminer l'intensité des contraintes, bien sûr normales et tangentielles, hein, dans une section, bien sûr soumise à des efforts internes qui sont quelconques. Donc la RDM, ce sera ça, l'étude des contraintes normales et tangentielles. Alors, ici, si je prends le sigma et le taux, c'est une contrainte normale et tangentielle qui s'étudie aussi bien en mécanique des fluides qu'en mécanique, des fluides ou en résistance matériaux. Voilà. Alors je rappelle qu'en mécanique des fluides, si le taux vaut 0, la contrainte de cisaillement vaut 0, ben on a un fluide qui est au repos. Il n'y a pas de viscosité, puisqu'il n'y a pas de déformation. Donc il est considéré comme voilà, indéformable, puisque au niveau cisaillement, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de déformation au niveau tangentiel, et on n'a qu'une composante normale qui est la pression. On n'a qu'une composante normale qui est la pression. Je parle en mécanique des fluides. Et là, on a un système qui est au repos. Au repos, puisque en fait, la contrainte de cisaillement vaut 0, il est considéré comme indéformable, et s'il est indéformable, il est incompressible. Et comme ces contraintes donc de taux et de sigma sont en newton par millimètre carré, c'est pas parce que c'est des contraintes qui ont tous les deux les mêmes, on va dire les mêmes unités, le newton par millimètre carré pour tous les deux, qu'elles agissent de la même manière sur le matériau. Hein. Bien sûr, les déformations suivant sigma et taux sont justement engendrées différemment. Hein. Et je dirais même totalement, elles sont engendrées de manière différente, totalement différente, par rapport au taux et au sigma. C'est pour ça qu'on étudie séparément les contraintes tangentielles séparées, les contraintes normales séparées en résistance des matériaux. Et donc, on les étudie pour les rechercher en fonction des forces extérieures qui sont appliquées sur ce qu'on appelle un effort interne appliqué sur le solide. Donc, la résistance des matériaux déterminera ces efforts taux et sigma qui sont les contraintes normales et les contraintes tangentielles. Bien sûr, à la facette, parce que c'est conjugué, on a une contrainte conjuguée à une facette. Je vous remercie.